Ça va me faire maintenant plus de 4 ans que je me fais embaucher sans déposer de lettre de motivation ni de CV quelque part. Je fais que me faire embaucher uniquement par ma présence en ligne au fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'échange de la plateforme Jeunes et Ambitieux. Je suis Faisal Kemtore et je reçois pour vous aujourd'hui un jeune battant au parcours modeste et plein d'ambition. Il vient partager son expérience de travail dans les réseaux sociaux que nous utilisons tous de nos jours. Oui, vous l'aurez bien compris, pendant que beaucoup d'entre nous se divertissent sur Instagram, Facebook ou WhatsApp, certains y trouvent une opportunité de travail et bâtissent leur avenir. Mon invité, Paul Béné, nous explique comment il a exploité ses réseaux sociaux et l'Internet à son propre avantage pour devenir aujourd'hui un social media manager connu aussi bien dans son propre pays qu'à l'international. Bonjour Roland, Bonjour Faisal. c'est vraiment un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur la plateforme Jeunes et Ambitieux. Alors, pour débuter, je m'en vais te demander de te présenter à la communauté. Comment est-ce que tu te présentes? Bonjour Faisal. Et c'est un honneur pour moi de m'entretenir avec la communauté Jeunes Ambitieux. Et je suis Paul Roland Béné, originaire de la Côte d'Ivoire, donc ivoirien. J'occupe actuellement la fonction de social media manager chez Totem Experience, qui est une agence basée à Paris et représentée aussi à Abidjan. Donc, je suis avec l'équipe à Abidjan où j'ai en charge la communication digitale d'un événement phare de la boîte, dénommée ADICOM Days, donc pour Africa Digital Communication Days, qui est le plus grand événement de la créativité digitale en Afrique, qui réunit chaque année près de 400 acteurs clés de la communication digitale africaine, donc c'est-à-dire marques, influenceurs, médias, agences et institutions. Et à côté de ça, je suis aussi l'initiateur et manager du programme de formation dénommé Formation Métier du Web 3.0, qui, comme son nom le souligne, est un programme de formation visant à former des personnes aux métiers qui émanent du web, tels que le community management, le social media management, digital marketer, web stratégiste et bien d'autres. Donc, dans le but de pouvoir aider à la digitalisation des marques et entreprises qui veulent avoir une présence sur les réseaux sociaux et sur le web. Voilà, on peut décrire un peu ce que j'ai fait et peut-être à la suite, on va mieux approfondir ces différents thèmes soulignés. Ok, parfait, très intéressant. Alors, pour revenir en fait sur l'intérêt qui m'a motivé à venir vers toi, effectivement, c'est ce domaine professionnel-là qui n'est pas très connu, le social media manager, mais qui actuellement a une importance capitale dans la plupart de nos entreprises, dans la plupart des réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien, mais beaucoup de personnes ne savent pas à quoi cela sert exactement ou bien comment est-ce que certaines choses se font. Du coup, c'est vraiment une occasion que nous avions là de t'avoir aujourd'hui et quelqu'un qui est assez expérimenté dans ce domaine pour que tu puisses nous partager ton expérience et que tu nous fasses comprendre davantage comment est-ce que les choses se passent sur ces domaines-là. Donc, sur ce, avant d'aborder cet aspect de la chose, je m'en vais d'abord te demander de nous présenter un peu ton parcours, quelle a été ton enfance, qu'est-ce que tu as fait comme scolarité et cycle universitaire. Peux-tu revenir là-dessus pour nous donner un peu plus de détails? Ok, avec plaisir, Faisal. Et comme je le soulignais, mon parcours scolaire, je l'ai fait totalement en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai débuté dans une région au sud de la Côte d'Ivoire, donc à Sobré, une ville comme toute autre, qui est éloignée près de 400 km de la capitale Abidjan, où je suis actuellement, où j'ai fait mon enfance, c'est-à-dire du primaire, de la maternelle, puis chose lycéen. C'est après cette étape, après mon bac, que j'ai pu rejoindre Abidjan pour poursuivre mes études en réseau informatique et télécommunications, d'où je détiens un brevet de technicien supérieur dans ce domaine-là. Et c'est un peu ça. Donc, que j'ai fait comme étude. Et il faut dire que mon enfance a été toujours motivée par l'envie de toujours faire carrière dans tout ce qui est comme NTIC à la base. Pour ma petite histoire, c'est que je passais plus de temps à fouiner dans ce domaine-là, même avant d'avoir une connaissance, une formation. Donc, voilà, on peut décrire mon univers. Ok, super alors. Mais
Peut-être pour revenir un peu à ta motivation sur l'orientation de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui t'a conduit en fait à t'orienter dans le domaine informatique, les nouvelles technologies de l'information qui aujourd'hui ne sont plus assez nouvelles comme on le dit. On dira plus antique, mais on dira technologies de l'information et de la communication parce que ces technologies-là sont là depuis un bon moment maintenant. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour ce domaine-là? Ok, très belle question. Je suis quelqu'un d'assez curieux à la base. Donc, depuis l'enfance, je fréquentais assez aussi les cybercafés. Pas pour faire autre chose que de rechercher des choses, par exemple, comment démonter un ordinateur. Et ça, sans avoir même pensé un jour que j'aurais un ordinateur, j'étais fasciné par savoir tout ce que j'ai comme jouets, gadgets, comment on disait, les jeux électroniques que je recevais comme cadeau. Ça m'arrivait même d'aller voir comment les démonter pour voir l'intérieur. Donc, il faut dire déjà qu'à la base, j'étais déjà à fond curieux de savoir ce qui était derrière ce on recevait comme gadget. Donc, il m'arrivait de garder certains jouets, à vouloir les démonter pour voir. Donc, je perdais certains jouets par curiosité. Et comme je disais, au cybercafé, j'allais passer des minutes sans savoir toucher comment l'ordinateur fonctionne. J'étais dessus au début, c'était ça. Après, j'ai appris par le biais de certaines personnes qui avaient déjà des ordinateurs, comment utiliser l'outil informatique. Donc, il m'arrivait de faire quelques recherches. Il faut savoir que quand j'ai commencé à toucher à tout ce qui est NTIC, il y avait pour ami Google. Donc, il reste toujours mon ami. Donc, je ne connaissais pas au début les réseaux sociaux de nos jours, qui est très, très prisé. Je connaissais Google. Google et YouTube. Donc, ce qui m'a permis d'avoir une certaine avance, parce que je dirais avance parce que ça me permettait plus de faire des recherches pour chercher à comprendre, à apprendre sur des choses dont je n'avais pas la réponse. Et ce qui était génial, c'est que à chaque fois que je cherchais, je tombais sur une personne qui avait déjà cherché et trouvé, donc avait exposé soit par le biais d'un article ou sur YouTube. Ma passion, sinon mon amour pour le éthique a été boosté, je peux le dire ainsi. Donc, voilà, ça a été tout le long de mon parcours, en dehors des études. J'avais aussi ma manière de me former sur ce qui est éthique. Comme si, je pourrais dire, j'étais inspiré par le fait que j'allais dedans un jour. Et voilà, par la force des choses, voilà aujourd'hui que je fais que ça, comme si c'était déjà prédit. Donc, c'est un peu ça, Fazal. Donc, Ok, parfait. Alors, quels a été tes premiers pas dans le domaine professionnel? Après les études, comment est-ce que tu as procédé pour avoir ton premier boulot ou ton premier stage? ok. Pour dire vrai, c'est que avec ce que j'apprenais, c'est pour rester toujours dans l'histoire de mon parcours, avec tout ce que j'apprenais avec, avec Google et YouTube, il fallait que je puisse appliquer ça, bien entendu, pour avoir la main. Donc, comme par exemple, j'ai appris à comment démonter un ordinateur sans avoir un ordinateur. Et il arrivait que comment dépanner l'ordinateur, comment reconnaître des pannes d'un ordinateur juste par le bruit que celui-ci émettait. Quand on allumait ou bien quand on utilisait, il émettait tout un bruit. Donc, moi, c'était des signaux pour déterminer, même avant de démonter l'ordinateur, où la panne se situait au fait. Donc, ces choses-là, je les ai apprises en ligne via YouTube, via Google. Donc, du coup, mon parcours, mon premier emploi, c'est depuis même le primaire, je pourrais dire que je travaillais, mais sans être payé. J'ai dit sans être payé parce que je me faisais payer autrement. Par exemple, il y avait des amis qui me sollicitaient pour dire, ah, Paul, soit mon téléphone, il est en panne, il est foutu. Donc, moi, je prenais ces différents gadgets-là pour expérimenter. Souvent, ce n'était même pas une panne en tant que telle. C'était juste qu'il fallait que démonter soit le micro, il faut démonter pour replacer justement. Et vu que j'avais déjà appris ça, je faisais ça gratuitement. D'autres, c'était des ordinateurs bureau, parce qu'avant, les laptops se faisaient rare, donc c'était des ordinateurs bureau pour la famille. Donc, quand celui-ci est en panne, souvent, c'était juste par rapport à un entretien. Mais comme je l'avais appris, comme toujours, grâce à Google et YouTube, j'arrivais à pouvoir démonter et faire la maintenance de certains ordinateurs. Bon, comme rémunération, bien entendu, on ne me payait pas parce qu'en même temps, moi, que je me faisais la main sur le sujet et en même temps aussi que je me faisais récompenser par la sympathie que soit les pères de famille, les mamans de mes amis. Moi, ils me faisaient inviter pour venir manger, mais derrière, ce n'était pas une invitation à manger seulement. C'était pour juste dépanner un ordinateur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. L'histoire un peu drôle, c'est que j'étais en stage sans le savoir, au fait.
C'était le stage naturel de la vie sans le savoir. Donc, j'apprenais à faire un métier que j'allais faire plus tard. Donc, j'ai fait ça. Et quand j'ai eu mon BTS en réseau informatique et télécommunication, je devais rentrer dans une boîte informatique, bien entendu, pour rester toujours dans la logique de ce que j'ai fait en formation. Donc là, je suis allé sur la base de, il faut que je trouve une entreprise. Donc j'ai déposé des CV. Mais là, j'ai pas déposé des CV comme tout le monde le fait dans n'importe quelle entreprise. Mais c'est que je cherchais à avoir d'abord déjà mes amis avec qui j'ai fréquenté, où j'étais déjà placé, ou s'il y avait un ami de parcours, pour savoir étudier déjà l'entreprise où il était, pour voir déjà à qui m'adresser et peut-être déposer. Pour le reste des dépôts de candidature, c'était pratiquement en ligne aussi, parce que j'ai appris qu'en ligne, on pouvait déposer des CV. Donc, depuis longtemps, je savais ça. Donc, j'ai déposé mon CV sur des sites ouverts professionnels tels que Viadeo et aussi LinkedIn. Donc, et les sites comme chez nous aussi, il y a Emploi Jeune pour faciliter l'inscription, il y avait du carrière. Et j'ai été appelé par une entreprise de la place, une Acopexi, donc à la COPEC, donc une petite microfinance qui gérait sinon les placements d'argent des citoyens agriculteurs. Donc c'était une banque, en fait, une microbanque, si je peux le dire ainsi. Donc là-bas, j'étais affecté au département informatique. Donc on devait gérer tous les packs informatiques, vu que c'était une agence qui était représentée dans presque plusieurs villes du pays. Donc il m'arrivait de faire la maintenance de plusieurs agences, dans plusieurs filiales. Donc là, c'est ce que j'avais appris en faisant gratuitement chez mes amis. C'était juste une application. Jusqu'à ce que même mon maître de stage me pose la question un jour de savoir, ah, mais Paul, tu as déjà fait un stage? Il dit non, c'est mon tout premier. Il m'a dit non, mais tu as déjà fait un stage parce qu'il n'en revenait pas que quelqu'un, tu viens faire un stage pour dans le but d'apprendre. En fait, il y a certaines maîtrises des choses. Et moi, j'ai remercié mes années de gratuité, donc où j'ai passé presque tout mon parcours scolaire à apprendre et à donner gratuitement en formation, sans savoir que je faisais la main. Donc, c'est un peu ça qui, dans le canevas que j'ai reçu. Donc, mon premier véritable insertion professionnelle, c'était depuis mes années de lycée, j'apprenais et je faisais gratuitement. Et après, côté professionnel, c'est justement ce dont je viens de souligner, l'UNACOPEC, à la direction de la générale de la COPEC, et donc, c'est comme il a dit, souligné une microfinance ici, en Côte d'Ivoire, donc connue pour ses actions de placement d'argent de certaines personnes, planteurs, agriculteurs, et maintenant ouverte au grand public. Donc, c'est un peu Ok. ça, Fazal. C'est très intéressant. En tout cas, on voit clairement ressortir le fait que toi, tu n'as pas été seulement formé au niveau de l'école comme la plupart. Tu as également profité de cette formation sur le terrain au quotidien, notamment comme tu l'as si bien expliqué, par des cas réels pratiques où tu mettais en œuvre ce que tu as appris et de fil en aiguille aussi avec l'aide de Google et de ce fameux YouTube qu'on utilise tous ces derniers temps-là. Tu as pu relever un certain nombre de défis qui t'ont facilité l'insertion professionnelle par la suite. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et pour continuer, je m'en vais également te demander, dans ce parcours-là, quel a été ton premier salaire? Est-ce que ton premier boulot, tu as eu un salaire qui était à la hauteur de tes attentes ou comment est-ce que tu as procédé? Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à l'Internet, on a tous besoin d'avoir des mégas. On a tous besoin d'avoir peut-être un abonnement Internet et cet abonnement-là, on a besoin d'avoir de l'argent pour cela. En son temps, comment est-ce que tu procédais pour avoir le minimum nécessaire pour avoir accès à soit de temps à autre, comme tu l'as dit, au cybercafé et autres? Quel a été ton premier salaire dans le domaine professionnel? Ok, très intéressante cette question. Sur la base de ce que je viens d'expliquer, mon premier salaire était gratuit au fait, puisque je travaillais sans être payé avec la monnaie sonnante, mais je me faisais payer soit par, comme je disais, par des invitations, par des bons plats à dîner. Et puis j'avais aussi de la reconnaissance et la sympathie de tout cela. Donc mon premier salaire était juste du côté humain, de la reconnaissance. Et moi, j'apprenais aussi. Mais comment je me faisais financer, il faut dire que aussi, c'était tout mon argent de poche qui partait au cybercafé. Comme il a dit au début, je ne maîtrisais rien de l'outil informatique. Donc, souvent, il partait payer des heures en informatique pour juste regarder le clavier, quoi. J'ai ma session ouverte, les minutes passent, je regardais le clavier. Et c'était pour moi peut-être une semaine de rang de poche. Donc, je crois que c'était, disons, 500 avant, le cybercafé n'était pas aussi cher que ça. Quand j'avais plus d'argent de poche, ou bien pendant la semaine, tous mes heures sont parties. Qu'est-ce que je faisais? C'est que quand j'avais commencé à prendre la main sur le fait que je savais démonter un ordinateur, faire l'entretien,
bah, je proposais mes services au gérant de cyber. Il devenait, comment on dit, son bon petit, mais son ami personnel. Donc là aussi, il faisait la maintenance pour lui gratuitement, ce qui peut-être devait lui revenir assez cher par rapport à au fait il fait venir un professionnel. Je faisais ça pour lui. Et lui, par contre, il me laissait un poste libre là. Tant que je suis là, je suis connecté gratuitement, au fait, quoi. Donc, c'était ça. Et pour la petite histoire, c'est que les challenges de ma soeur, c'est qu'il y avait deux classes entre moi et ma soeur. Par la force des choses, j'ai pas repris des classes, Dieu merci. Elle, pareil. Donc, à chaque fois, c'était un challenge. Quand ses résultats sortent avant moi, on me dit, ah, ta soeur, donc, elle a fait des cours d'informatique pour apprendre à faire l'informatique, mais moi, pas. Et moi, on me disait de passer dans la classe supérieure que je vais faire mes cours d'informatique. J'ai dit, allez, fallait payer tout, tout, tout. Et ça venait pas, au fait, même quand j'avançais. Donc, c'était un peu pour moi une frustration que je devais rendre en devenant pro que ma soeur qui a fait des cours d'informatique. Donc, c'était pour moi un challenge. Et Dieu merci, par la force des choses, ce challenge m'a mis à une certaine folie. Non seulement être bon en informatique, sans avoir fait des cours d'informatique comme ma soeur. Et par la force des choses, j'ai fini dans la suite de mon parcours à l'enseigner elle-même l'informatique. C'était un point qu'elle n'avait pas vu quand elle allait faire ce cours d'informatique. Donc, moi, ce challenge-là m'a mis déjà dans le bain, quoi. Donc, j'étais payé au début. Comme il dit, c'était gratuitement, soit par la reconnaissance, soit peut-être pour moi-même par la satisfaction personnelle. Et pour la suite, mon premier salaire, le stage, j'ai fait un stage non rémunéré. Ça, c'était encore la pire des choses, mais sans que les gens puissent savoir. Et pour tout compte fait, quand je réparais certains postes à côté, ça me permettait de soit payer mon transport moi-même parce que le stage, je l'ai fait, c'était un stage, comme je dit, qui n'était pas rémunéré. Mais pour compenser ça souvent aussi, c'est que tout ce que je faisais comme maintenance, c'était à ma ville natale, Sobré. Donc, mon premier stage à la COPEC, non rémunéré, c'était à Abidjan. Là, j'avais déjà passé le bac, j'avais déjà mon brevet de technicien supérieur. Et comme la route de mon oncle, qui travaillait lui au plateau, donc une des communes les plus actives d'affaires, donc en Côte d'Ivoire, donc on venait au plateau, il passait vers où je travaillais. Donc, lui, il partait très tôt pour éviter les embouteillages. Donc, moi, je devais me lever très tôt pour m'apprêter et être prêt. Sinon, à défaut, il fallait lutter le bus aussi, comme tout le monde. Et au retour, souvent, je m'arrivais de marcher parce que la route est un peu longue. Quand je n'avais pas de quoi payer mon transport, je marchais, je me faisais la route tout en empruntant la voie normale, quoi. Où il y avait l'empadaire, les voitures circulaient, il y avait beaucoup d'hommes pour ne pas me faire agresser. Et c'était comme ça. Je marchais et je rentrais à la maison où je luttais Donc, c'était ça, un peu mon challenge. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Faisal. Sinon, Oui, si je oui, me suis fait oui, bien oui. comprendre. Alors, je pense que tu as même un peu abordé une question que j'allais te poser, qui est de savoir quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer. Et comme tu viens de le noter tout à l'heure, c'est que dans ton parcours, sûrement, comme pour la plupart d'entre nous, c'est qu'il y a eu des moments où on a eu à faire des sacrifices. Et comme tu l'as si bien dit, il arrive qu'il y a des moments que tu n'as pas de transport pour retourner et du coup, tu fais le chemin à pied. Et c'est toujours des sacrifices qui sont récompensés au fur et à mesure qu'on avance dans le domaine. Et donc, pour continuer, si peut-être tu n'as plus d'autres difficultés particulières à nous présenter. Quand on va progresser, je pourrais me prononcer certaines difficultés par rapport à déjà ce que j'ai eu à faire comme tâche et autres. Mais pour l'instant, c'est comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, c'est plusieurs sacrifices. Déjà, quand je disais que je sacrifiais mon argent de poche pour pouvoir me former, c'est-à-dire que je ne mangeais pas. Quand je dis que je devais me lever très tôt le matin avant mon oncle, qui partait très tôt aussi, pour juste bénéficier du fait qu'il me laisse en route. Et le reste, je sais quand je me lève très tôt, je sais comment je vais à mon oncle, mais pour le retour, je ne sais pas. Et si je ne sais pas comment je rentre, c'est qu'il faut dire que je ne mange pas pendant le stage, au fait. Donc, je suis à fond dans le travail jusqu'à 17 h avant que je rentre chez moi à la maison. Donc, tous ces sacrifices-là, ça ne m'atteignait pas parce que dans ma tête, j'ai dit, dans la vie, il faut avoir de certains buts, au fait. Quand si tu fixes le but que tu veux atteindre, bah, le reste sont les détails. De comment tu fais pour arriver, ça, c'est important. Mais trouver la bonne manière pour ne pas rentrer dans les choses qui vont te porter préjudice. Donc, du coup, j'ai trouvé mes moyens. Si c'était pour moi de marcher pour venir, comment marcher, comme il a expliqué, marcher sur la grande voie où toutes les voitures passent, où tout le monde passe, pour éviter au moins de me faire agresser inutilement. Donc, il y a plusieurs sacrifices que j'ai eu à faire durant mon parcours qui m'ont mené là où je suis. Et je continue en fait ces sacrifices-là.
Donc, premier sacrifice, c'est de travailler sans être payé aussi. Ça, c'est un sacrifice aussi que j'ai eu à faire. Beaucoup de personnes sont toujours dans l'attente de pouvoir être payées pour faire quelque chose. Mon salaire, c'était d'appliquer ce que j'avais appris, ce qui m'a reçu plus tard quand j'étais disons, au stage. Et maîtriser certaines choses que peut-être ceux qui entendaient qu'on les paye pour le faire, non pas. Donc, il y avait déjà de fermer les yeux sur la paye directe et appliquer ce qui devait être appliqué. Et aussi, il y avait le fait que je devais sacrifier à un moment donné, soit le privilège d'emprunter une voiture, un taxi pour rentrer comme les autres, et utiliser les pieds, quoi, les moyens que Dieu m'a donnés. Donc, c'était ça, au fait, le plus des challenges. On reçoit toujours des challenges que chaque jour, on est obligé de pouvoir les surmonter. Et le comment définit chaque personne, au fait. Tout à fait. Alors, pour continuer dans la même lancée, après cette première expérience au sein de la COPEC, quelle a été la suite? Quelles sont les autres entreprises dans lesquelles tu as eu à travailler et quelles sont les réalisations que tu as eu à effectuer? OK. Non, ça tombe bien parce que, comme j'avais souligné depuis le début, c'est que j'ai fait un diplôme de technicien supérieur en réseau informatique et télécommunication. Donc, j'avais le choix de faire la télécommunication qui consiste à avoir tout ce qui est comme implémentation des lignes téléphoniques, des grands pylônes qu'on voit pour un opérateur pour avoir les accès à la connexion, tout. C'était une branche de ma formation. Et mon premier stage a orienté déjà pour la suite, quoi. Donc, ils m'ont mis directement avec l'outil informatique. Donc, du coup, j'ai pas eu la chance d'avoir un autre stage pour expérimenter l'autre partie de ma formation, à savoir le côté télécommunication avec l'implémentation des différents équipements. Mais la suite m'a fait comprendre, avec tout ce que j'ai eu à déjà souligner, que j'étais vraiment quelqu'un qui se sentait bien avec l'outil informatique. Donc, déjà à fond dans le bénévolat, quand je me suis mis à Facebook, pendant un moment, j'ai fait comme tout le monde. J'ai utilisé la plateforme comme tout le monde. Et il est arrivé un moment, je me suis dit que je peux utiliser ça aussi pour pouvoir faire ce qu'on appelle, si je pour l'appeler ainsi, des petits reportages, de faire connaître certaines choses aux gens. Donc, je partageais des conseils et astuces de ce que j'avais appris. Donc, je partageais beaucoup sur mon compte Facebook. Par exemple, comment démonter un ordinateur, comment faire tant, tout, tout. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Et à chaque fois, d'autres venaient me prendre comme conseiller par rapport à un truc qui se passe, comme ce que je faisais dans la vraie vie. Mais sauf que là, cette fois-ci, je pouvais être derrière mon écran et donner des instructions aux gens. Comment configurer son téléphone pour avoir tel accès à Internet, comment, par rapport à tel opérateur, comment configurer son téléphone. Donc, il m'arrivait de faire le travail même des choses, des agences, au fait, sans que je sois payé. Mais comme je dis toujours, derrière, il y avait la satisfaction de que j'apprenais quelque chose moi-même. Aussi, j'apprenais quelque chose à d'autres personnes. Donc, en gros, j'étais utile. Donc, dans cette lancée-là, j'ai eu à faire plein d'échanges. Je me suis créé un petit réseau de personnes qui voulaient apprendre avec moi. Après le stage, j'ai galéré un peu. Je n'ai pas trouvé automatiquement un lien avec un autre emploi. Mais sauf que je suis resté un bon bout de temps. Disons, une année encore après Copec. Mais moi, je suis du genre à toujours rendre utile ces moments de vide-là où tu fais rien. Donc, j'ai continué avec cette histoire de réseaux sociaux-là à aller m'inviter à des événements où ce qu'on appelle permettre aux gens de vivre l'événement comme s'ils étaient. Donc, quand il y a quelque chose qui s'est passé, je reportais ça par écrit, soit sur Twitter et sur Facebook. C'était les LinkedIn. Ce sont ces trois-là que je connaissais au début. Mais j'étais plus sur Twitter. Donc, je faisais comment dire, des tweets pour faire savoir. Au point que les personnes même invitées, qui eux étaient en charge de faire ce travail-là, qui étaient des community managers. Moi, je n'étais pas un community manager. Je faisais mieux ce travail-là que eux. Parce que moi, j'étais à fond, j'étais passionné, j'étais à fond dedans. Et je me faisais repérer parce que j'utilisais l'hashtag de l'événement. Et souvent, ils me faisaient appeler par la sécurité pour dire, mais tu fais partie de nos bénévoles? Non. Et non. Mais comment tu fais que tu étais là, tu étais à fond? Il dit, j'étais juste venu, je n'étais même pas invité. Je suis venu juste participer à l'événement et j'ai trouvé utile de faire vivre aux gens à qui j'apprends souvent l'utilité de ces gens de trucs-là, c'est de monter un ordinateur. Donc, au-delà, je voulais apprendre à ce qui s'est dit ici aussi que c'est important pour eux. Donc, j'ai partagé à cette audience-là. Donc, comme pour moi, tout sujet qui peut apporter de la valeur à une autre personne est bon,
à être partagé. Donc, je partageais ces trucs-là. Donc, 2 ou 3 fois, 4 fois, je me faisais rappeler par ces organisateurs d'événements-là. On dit, mais tu vois, tu viens, tu animes souvent, mais on cite mon nom parce que mon nom est écrit sur mes différents réseaux sociaux. Et tu t'imagines, tu viens d'un événement, tu es en train de faire ta communication, quand tu partages comme tu as envie de partager, et on prend le micro, on dit allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Bénin dans la salle? En passant, une anecdote en passant, j'ai bien connu le nom avant de connaître la personne. Parce que Ah, j'ai entendu Paul Béni à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Et à chaque fois, je me demande, je dis, c'est qui exactement? Parce que je n'ai pas encore vu le visage de la personne. Et effectivement, comme tu viens de le dire, c'est à travers ces événements-là que, voilà, finalement, on prononce le nom, tu te demandes c'est qui. Et au final, en cherchant, je me suis retrouvé à reconnaître vraiment la personne et à prendre contact avec toi. Mais je reconnais que c'est vraiment une approche qui est très, très intéressante. Et en même temps aussi, tu as parlé d'un aspect qui est important, qui est que à partir du moment où tu as fini ton premier stage et que tu n'as pas encore quelque chose sous la main, tu n'as pas attendu d'avoir quelque chose, tu t'es mis déjà même à chercher des choses que tu pouvais déjà exercer dans l'immédiat et aussi à te former, comme tu le dis. Parce que oui, à travers ces recherches-là, c'est une forme aussi de formation que tu te fais oui, dans, dans le tas. oui. Et comme tu viens de le souligner, je pense que ça permet de résumer ce que je venais de dire. C'est que c'est comme ça, au fait, à chaque événement que je partais, je communiquais beaucoup là-dessus. Ça permettait aux gens qui, soit peut-être par manque de temps, n'ont pas eu, ils ne sont pas invités, qui n'ont pas pu se rendre à l'événement, de suivre de là où j'étais. Au fait, c'est un peu ça la force des réseaux sociaux. Donc, les personnes me suivaient, donc il y avait plus de personnes qui me suivaient par rapport à ce genre de trucs-là. Encore, il y avait des personnes qui me découvraient simplement sur le fait que je les aide à comprendre certaines choses. Et finalement, les gens ont commencé à connaître mon nom, comme tu l'as dit, sans me connaître, sans connaître le visage de la personne qui est derrière, mais simplement ils m'ont commencé à me suivre. Donc, les gens qui ont eu la chance d'être peut-être à l'événement ont cherché à me voir physiquement. Donc, il y a des personnes que j'ai vues physiquement à d'autres événements. D'autres m'ont posé la question, qui sera à l'autre événement? J'ai dit oui. Souvent, mais d'autres m'invitaient à des événements que je ne suis pas au courant, d'autres m'invitaient. Donc là, je me suis fait connaître comme ça comme il a dit, les organisateurs d'événements, vous savez que quand tu viens à un événement, il y a de plusieurs personnes. Il y a des personnes, des cadres déjà qui sont là. Il y a des gens qui sont là comme toi. Il y a des gens qui sont des investisseurs. Donc, peu importe ton cas, tu es entrepreneur, tu cherches des investisseurs, c'est le moment de mieux te faire voir. Et quand la main que tu te fais voir, c'est comme ça, les gens s'approchent de toi ou s'éloignent de toi. Donc, je me suis fait repérer par certaines personnes de la place donc, je me faisais souvent inviter. Cette fois-ci, c'était plus gratuitement. Je me faisais inviter pour dire, OK, tu vas venir rejoindre l'équipe de bénévoles, mais cette fois-ci, on va te donner une prime. Bon, souvent, les primes, moi, comme il a dit, j'étais toujours dans c'était là l'esprit pour dire non, que le premier salaire que je reçois, c'est la satisfaction. Le fait que déjà, on reconnaît que j'ai fait un bon travail, c'est déjà la première paye que je reçois. Le reste, c'est juste en compensation de, ah, OK, comme je me suis déplacé moi-même, si on me paye mon transport, mais ma connexion que j'ai utilisée, si on me paye, OK, c'est bon. Donc, c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et là, ça allait loin. Au début, c'était juste le fait que je me fasse repérer dans mon pays et pour des personnes de la sous-région. L'écho a dépassé, disons, mon pays, a touché l'Afrique, c'est-à-dire les pays de la sous-région, et aller encore plus loin, a touché des personnes même de l'Europe, au fait. Donc, il y a des personnes qui me suivaient depuis le Canada, depuis la France, depuis les États-Unis. Mais en 2015, j'ai rejoint une communauté de la place, renommée Akadewa, dont je profite pour saluer son cofondateur, M. Jean-Patrick Ouman, qui, lui aussi, il est dans ce même état d'esprit de partage là, chez qui j'ai fait du bénévolat. Donc là, maintenant, j'avais maintenant une organisation non gouvernementale qui militait aussi pour passer à l'information, à la formation et à toutes ces nouvelles technologies-là pour tous, au fait. Maintenant, la chose que je faisais individuellement, moi-même, j'avais la possibilité de trouver d'autres personnes qui avaient ces mêmes visions-là. Donc là-bas, j'ai beaucoup appris parce que vu que l'organisation organise plein d'événements, de formations et des rencontres des jeunes et d'invitations peut-être à assister à certaines conférences,
Ça faisait que maintenant, il y avait maintenant une identité, sinon un support sur quoi m'appuyer. Donc, maintenant, au lieu d'aller simplement m'inviter à des événements, il partait sous la coupole d'un groupe de personnes où maintenant, c'était maintenant avec des primes et c'était bien. Donc là, j'ai évolué pendant un moment avec l'organisation. Ça m'a permis de mettre en pratique maintenant en tant que formateur parce que déjà, je faisais la formation sans avoir fait de formation de formateur. J'apprenais aux gens ce qu'ils ne comprenaient pas. Et avec une façon simple de les expliquer les choses. Donc, cette facilité m'a permis de pouvoir rendre, tu vois, pour moi, partager quelque chose à quelqu'un, c'est apprendre moi-même. Et quand j'apprends, ça me permet d'avancer. Donc, du coup, avec les organisations, j'ai évolué, j'ai fait plusieurs événements. L'organisation avait des partenaires tels que l'ambassade des États-Unis, des groupes internationaux de la Banque mondiale. Donc, il y avait plein d'opportunités, des personnes à rencontrer, des personnes à côtoyer. Donc, ça fait un pactole de réseau. Donc, si je veux être logique, d'après la COPEC, j'ai rejoint l'organisation. Donc, et ce qui était en stage, je peux dire que je suis venu, pas forcément en stage, mais si maintenant venu bénévole. Et là encore, j'ai passé près de 4 à 5 ans sans véritablement un salaire. Mais comme si j'étais inscrit, le salaire qu'on devait me payer, je prenais pour financer ma propre connaissance parce que j'ai emmagasiné plein de choses, plein assez de choses. Une chance, quoi. Une chance pour moi. Et quand on t'écoute parler, on comprend en fait que ce passage-là aussi au sein de cette organisation-là t'a À permis de Kinawa. mieux structurer l'activité que tu menais et de Oui, savoir que c'est vraiment un métier qu'il fallait prendre de façon plus sérieuse aussi et puis essayer oui, de recouvrir aussi une sorte de rémunération de tes différentes prestations. voilà. Et pour continuer également, je m'en vais te demander, après cette deuxième expérience-là, quelle a été la suite? Est-ce que c'est de là que tu as été intéressé de t'orienter aussi dans le sens de l'entrepreneuriat ou quelle a été la suite? Ouais, il faut déjà souligner que l'organisation faisait plusieurs formations. Donc, les formations d'entrepreneuriat, les formations sur les métiers les nouveaux métiers du web là, et aussi tout ce qui est comme la programmation informatique. Donc, comment créer un site et autres. Donc là, il y avait vraiment de quoi, c'est dire, avoir les yeux qui brillent quoi, sur plusieurs choses en même temps, sur plusieurs plats, mais c'était à toi de choisir. Donc, moi, comme j'étais déjà engagé sur tout ce qui était comme NTIC, je suis resté NTIC, mais cela n'empêchait pas que quand il y avait des événements sur l'entrepreneuriat, je devais y être pour pouvoir relayer ça au fait sur les réseaux sociaux, comme ce que j'avais l'habitude de faire au fait. Donc, étant là, j'écoutais au fait les différents aspects, les professionnels qui en parlaient. Et vu que j'ai cette faculté d'écoute et puis chose, ça c'est depuis l'enfance, c'est le fait de voir une personne soit peut-être expliquer un truc, sinon écrire un truc, mais faire en train de faire la partie d'une seule chose. Cette mémoire visuelle-là, je l'ai au fait. Donc, ça me permet facilement de pouvoir répondre à ça moi-même. Vu que c'est moi, je me dis toujours pour pouvoir c'est une chose, il faut pouvoir la reprendre au fait, toi-même. Si tu arrives à reprendre, tu peux t'affirmer que tu la comprends bien. Donc, moi, j'étais ça au fil des formations que l'organisation organisait sur l'entrepreneuriat, mais faisant particulièrement, comme je l'ai souligné, lui, c'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur à succès parce qu'il a fait plusieurs réalisations ici. Et même cela lui a permis de pouvoir être poussé d'un programme aux États-Unis où il allait être reçu par le président Barack Obama en 2004. Donc, il faut savoir que déjà, il avait déjà une base de comment entreprendre et qu'il enseignait même à des professionnels, déjà à des personnes qui voulaient entreprendre. Donc, déjà, auprès de lui, en dehors des formations, j'avais déjà des tuyaux puisqu'on travaillait à faire évoluer aussi l'organisation. Donc, il y a certains projets sur lesquels je travaillais, je prenais ça. Parce que là-bas, c'était une organisation ouverte où tu viens, il y a plusieurs projets qui sont là, tu choisis le projet que tu veux, tu deviens chef de projet. Donc, tu vois, là, j'avais une opportunité, c'est fait la main. Donc, j'ai profité, j'ai appris, j'ai appliqué. En dehors de cela, c'est que j'ai continué à toujours avec la même quête d'emploi. Comme j'ai dit, j'ai fait au moins pratiquement près de 4 ans à 5 années. Je suis toujours membre, mais vu que maintenant il y a une activité professionnelle, là-bas c'est une organisation non gouvernementale, comme il a souligné, et je suis toujours membre, mais sauf que j'ai des activités maintenant qui m'occupent maintenant. Donc, cela n'empêche de pouvoir toujours être présent comme avant j'étais constamment là-bas. Donc, du coup, c'est un peu ça. Avec les éléments auxquels on a eu à prendre part, avec toujours la communication, j'ai toujours relayé. Mon nom commençait à apparaître encore de plus en plus, de plus en plus. Et je me suis fait repérer par une entreprise à Paris qui, elle, devait venir en Côte d'Ivoire pour faire un événement. Mais il n'y avait aucun membre ici
présent en Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir déjà, comprendre déjà l'écosystème, l'environnement et bien d'autres choses. Donc, du coup, il fallait quelqu'un qui s'y connaît en digital, qui peut utiliser des outils comme on le fait actuellement. On le change sans vraiment être physiquement ensemble, au fait. Donc, du coup, ces outils de collaboration à distance, là, il fallait qu'on maîtrise. Ce que j'avais déjà maîtrisé avec mes différentes recherches, ma curiosité, mes différentes recherches sur YouTube et Google. Donc, ça me facilitait la tâche. J'ai travaillé disons, près de 2 mois, 2 à 3 mois avant la tenue de l'événement, à distance avec eux, où animais les différents canaux de communication, réseaux sociaux, où j'ai fait la communication pour préparer l'événement. Et en même temps, j'essaie de les représenter ici. Donc, si vous partez sur Facebook, vous tapez Initiative for Africa, donc ASTO, qui a fait tout récemment sa 3e édition à Cotonou. Donc, pour sa 2e édition, j'étais là et j'ai pu animer, aider cette structure française-là à pouvoir tenir bien son événement. Et après, ça a eu plein de coupes parce qu'ils sont venus, ils ont demandé qui a fait, qui était à la charge de la communication. Et là, c'était sur contrat, en fait. Là, c'était un contrat bien défini. J'ai géré la com de bout en bout, quoi. Donc, du coup, quand c'est fini, ça a donné le cours à plusieurs entreprises en même temps. Donc, c'était une grosse publicité en même temps. Quand je dis, quand tu fais un truc, le succès, c'est la faute des réseaux sociaux. Quand ça ne va pas, tout le monde le sait. Quand ça va, tout le monde le sait. Et maintenant, c'est à toi de mieux te positionner pour que les choses puissent venir à toi. Et comme j'étais déjà, comme j'ai dit, avancé sur ce volet-là, l'entreprise a déjà eu des retombées de ce que j'avais déjà fait comme animation de d'autres événements. Et directement, on profitait de valider. J'ai fini ça, ça m'a ouvert d'autres perspectives de cette entreprise à laquelle je suis actuellement, de mon expérience. Vu que l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé a déjà lancé un événement en partenariat avec celle dans laquelle je suis actuellement. Donc, je veux dire, les fondateurs de différentes structures, je connaissais, ce qui a facilité mon recrutement. Ok, en tout cas, c'est très intéressant ce que on a appris avec toi. Mais maintenant, je m'en vais te demander de nous expliquer un peu plus en profondeur en quoi consiste en fait le travail d'un social manager. Ok. Comment est-ce que Bon, tu peux nous résumer cela? bon, d'accord, il faut savoir que les métiers du web, il y a assez de métiers, vu l'évolution des réseaux sociaux. Déjà, on parlait au début de community manager. Donc, community manager est une personne chargée de gérer l'image des marques ou des entreprises, des personnalités, des produits ou d'un particulier ou des événements sur les réseaux sociaux. Donc, autrement dit, un community manager est le garant de la visibilité des entreprises et compagnies via les réseaux sociaux. En quelque sorte, c'est lui qui représente votre structure, au fait, sur la toile. Ça, c'était la première fonction que j'occupais en tant que quelqu'un qui utilisait les réseaux sociaux pour promouvoir, sinon pour accompagner certaines structures à garantir leur image en ligne. Et il faut savoir que le social media manager, lui, déjà, à la base, il doit être moins, parce que le social manager est chargé de l'élaboration de la stratégie digitale, au fait, des marques. Donc, lui, derrière, il va mettre en place tout ce qui est comme outil de communication, donc la stratégie pour que la marque là puisse atteindre ses objectifs. Donc, celui-ci va imaginer et créer des stratégies pour les campagnes des clients ou entreprises dans lesquelles il exerce tout simplement. Donc, celui-ci va être obligé d'être informé des nouvelles tendances du secteur d'activité. Donc, si votre entreprise est dans le digital, vous devez être au courant que, par exemple, Facebook a sorti telle innovation, quitte même à maîtriser cette innovation parce qu'après, vous devez conseiller à l'entreprise de comment celle-ci pourrait utiliser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, du coup, il y a ça. Donc, il doit connaître la cible. Donc, il va analyser le public cible de la marque ou bien de l'entreprise pour laquelle il doit développer la campagne. Et ensuite, il va pouvoir mesurer après l'impact de ce qu'il a fait comme communication là. Donc, comme il a dit, pour revenir, pour faire le coup, il assoit la stratégie d'animation des réseaux sociaux. Et derrière, vous voyez que si le community manager, lui, il vient garantir l'image en animant les réseaux sociaux, il va utiliser le travail que le social media manager a fait pour pouvoir être cohérent dans tout ce qu'il fait comme animation, en fait. Donc, les deux métiers-là sont concordants. Il arrive que le social media manager peut faire le travail d'un community manager, à défaut que dans l'entreprise, il n'y a que lui. Vous voyez un peu, je ne sais pas si je me fais bien comprendre là, c'est que
quelqu'un qui fait du social media manager peut déjà faire du community management. Par contre, lui qui a fait du community management doit avoir d'autres facultés pour pouvoir exercer comme social media manager. C'est deux métiers différents, mais deux métiers qui se complètent au fait. Donc, je ne sais pas s'il était bien clair là, sinon s'il y a des points sur lesquels il doit revenir pour mieux faire comprendre à la communauté jeune et ambitieux. Oui, c'est très intéressant. Mais par contre, si tu peux revenir sur la nuance entre les deux types d'activités là, comme ça permettrait d'avoir plus de clarté là-dessus. Qu'est-ce Oh, qu'un community manager fait exactement et qu'est-ce qu'un social media manager aussi fait exactement? Et à titre d'exemple, on voit que dernièrement, on a des outils de marketing qui existent dans la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, tels que Facebook. On a aussi les publicités aussi sur YouTube, sur bon nombre d'autres réseaux sociaux tels que Instagram et autres. Du coup, ces types d'activités-là, de social manager ou de community manager, est-ce que ces activités-là, c'est des activités qui les sont également liées? Est-ce que c'est eux qui doivent déployer des stratégies sur ces types de plateformes de marketing-là ou pas? Quel est le lien avec votre activité? bon, ok. Comme je le soulignais, le community management a commencé par justement l'animation des pages. Il fallait quelqu'un qui soit présent pour justement répondre aux disons, abonnés de la page d'une entreprise, quitte à toujours respecter la stratégie qui a été établie par cette entreprise, dans le but de pouvoir garantir son image. Donc, pour prendre un exemple simple, c'est qu'il y a une entreprise qui vient vous solliciter, qui doit avoir, peut-être que l'entreprise existe déjà, en fait. Donc, elle a déjà des clients. Donc, le community manager va pouvoir animer. Et peut-être qu'elle a déjà aussi des retombées, des retours des gens parce qu'elle est experte peut-être dans le domaine. Les gens trouvent son produit de qualité. Et vu qu'en ligne, je dis toujours, il y a certaines réalités qui s'appliquent. Le marketing traditionnel n'est pas oublié en ligne, mais sauf qu'en ligne, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc, le community manager, pour faire simple, il va être chargé de veiller à ce que l'image voulue par l'entreprise, l'image que l'entreprise voudrait laisser aux internautes puisse être intacte. Si l'entreprise veut se positionner comme la première entreprise dans tel domaine, le community management va pouvoir animer les réseaux sociaux dans ce sens-là, à toujours montrer cette image-là de cette entreprise-là. Il doit faire une veille aussi, une veille stratégique, une veille concurrentielle. Donc, il doit être informé de tout ce qui est innovation des différentes plateformes. Il doit être au courant de ça, au fait. Maintenant, concernant la nuance, c'est que le social media manager, là, lui aussi, il doit être au courant de ces différentes innovations. Mais sauf que lui, il doit être en mesure de pouvoir mettre en place une stratégie pour non seulement utiliser l'application dans le but de pouvoir atteindre l'objectif escompté. Donc, lui, il va faire la même veille, le social media manager va faire la même veille, mais lui, il va élaborer une stratégie qui colle avec les différents objectifs que l'entreprise veut atteindre. Et le community manager va, lui, par contre, implémenter la stratégie en tant que telle, au fait. Exactement, je pense que cette fois-ci, c'est très bien compris. Et pour nos internautes, on sait que la plupart de la jeunesse aujourd'hui sont orientés également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui aussi s'appuie beaucoup sur ces réseaux sociaux-là. Et ces réseaux sociaux-là ont besoin de personnes bien averties comme vous qui connaissez bien ce domaine-là pour accompagner, disons, les startups pour mieux se faire connaître à travers le monde. Donc, sur ce, si toutefois il y a de nos internautes qui écoutent cet enregistrement-là et qui sont intéressés par une campagne, comment se faire découvrir par ces réseaux sociaux-là, est-ce qu'ils pourront être redirigés vers toi? Quels sont les réseaux sur lesquels on peut te trouver facilement? Pour me contacter, c'est très facile parce que je garde le même nom sur tous les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Donc, c'est comme je l'ai souligné, Paul Roland Béné. Sûrement, vous l'aurez dans la description de cet enregistrement. Donc, Paul Roland Béné, en tout collé, vous cherchez ça sur Facebook, vous allez me trouver. Par contre, sur Facebook, j'ai une page professionnelle et il y a un profil. Donc, les deux portent le même nom. Et pour les deux canaux, il serait facile de me contacter en termes de business ou d'entrepreneuriat sur ma page. Je suis très réactif, je vais répondre. Concernant les autres réseaux sociaux, c'est pareil. Vous tapez Paul Roland Béné, vous allez avoir mon profil sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Je pense que ce sont les quatre réseaux phares sur lesquels je suis. Et pour le reste, vous collez tout mon nom, vous mettez @gmail.com, vous avez mon mail. Je pense que ce sont les moyens les plus sûrs pour m'avoir. À n'importe que vous voyez ou que vous souhaitez, vous m'écrivez. Dès que j'ai un bout de temps, je vous réponds. Mais néanmoins, je voudrais que
vous soyez plus précis pour que je puisse donner une réponse précise. Ok, parfait. Je pense que c'est très clair. Mais on pourrait également revenir sur un aspect que tu viens d'aborder tout à l'heure, notamment la Oui, formation. Parce que oui, depuis le début, tu nous as expliqué qu'en parallèle de ton activité au sein de cette société, Totem Expérience, tu fais également de la formation à ton propre compte. oui. Peux-tu revenir là-dessus pour nous donner de plus amples détails? Ah, ok, sans souci, ce serait un plaisir pour moi. Mon entreprise à laquelle j'appartiens m'a poussé à lancer mon programme. Pour dire que j'avais nourri l'idée depuis longtemps, j'avais déjà lancé la première phase des tests, mais j'avais mis ça de côté parce que j'étais en activité. Et c'est une fois que mes différents responsables, Taï Lumumba, qui est le cofondateur de Totem Experience, et autant il y avait David Pontalier aussi, qui était son collaborateur. Et les deux m'ont un jour appelé comme ça pour me dire, Paul, en dehors de la boîte, qu'est-ce que tu voulais faire personnellement? Parce qu'on aimerait aussi que chaque employé puisse s'épanouir, puisse se réaliser en dehors des engagements avec la structure. Et là, j'ai été vraiment choqué. Et ils m'ont dit, non, on a besoin de t'accompagner. Donc, j'ai fait savoir que j'ai un programme de formation que je voulais lancer, que j'ai lancé même la phase de test, ça a bien marché. J'étais même surpris que les gens ont adhéré, mais maintenant que je vais lancer. Et là, tout de suite, c'était comme un brainstorming pour moi. Donc, une séance de réflexion où ils m'ont donné des conseils de comment tu lancer, tu veux lancer quand, tu vois, comme si on me challengeait de lancer ça aussitôt, en fait. Et là, ça m'a donné un déclic. Je vais ressortir tous les dossiers que j'avais déjà mis, dépoussiérés, et puis bon, je me suis lancé, il fixé une date, le programme était déjà là, donc j'ai juste ajusté par rapport au temps. Et là, j'ai lancé. Et, ils étaient toujours là, ils m'ont toujours conseillé pour finir, pour avancer. Et il faut dire que c'est pas seulement eux qui m'ont aidé à avancer, il y a toute la team. Et moi, comme j'ai dit, j'ai lancé le programme dans le but de pouvoir recentrer tout ce que j'ai appris durant mon parcours. Et vu que je donnais ça à des personnes et qui en demandaient, c'est comme si j'avais fait déjà mon enquête de voir qui est mon public cible et le bénévolat que je faisais et que j'avais souligné, finit maintenant aujourd'hui à payer. Parce que toutes ces personnes pour qui j'avais fait gratuitement, ceux-là ont validé le fait que je suis capable de pouvoir former quelqu'un et lui apprendre quelque chose aussi en retour. Mon passage aussi à l'organisation, là, où j'étais soit assistant ou informateur, m'a permis aussi d'avoir d'autres personnes que j'ai eu à former qui sont maintenant en entreprise, d'autres sont à leur propre compte. Et il y a plusieurs témoignages. Donc, ça a permis de confirmer ma faculté à pouvoir former des personnes, donc à crédibiliser un tant soit peu le programme que je gère de la formation métier du web 3.0. Je vous invite aussi à aller jeter sur, si vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram ou Twitter. Visitez pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, il y a des personnes qui ont bénéficié du programme qui se tient sur une période de 6 semaines où on apprend de façon pratique les métiers soulignés plus haut. Donc, savoir le community management, le social media manager, le digital marketer. Et c'est de façon pratique qu'on essaie de mettre à profit, de sorte à ce que les personnes, quand elles sortent, elles sont aptes à pouvoir exercer le métier en entreprise pour un particulier, pour une marque, pour une agence et bien d'autres. Donc, comme je disais, il y a des gens qui ont déjà bénéficié du programme, qui est sa troisième promotion, que bientôt on va lancer la quatrième promotion. Maintenant, pour revenir à la question d'entrepreneur, j'aimerais souligner que euh, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a comme maintenant facilité, possibilité, ce sont des outils pour nous pour pouvoir se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que déjà, on n'a plus besoin de se déplacer pour faire des enquêtes de certification et porte à porte. On peut déjà tester tout ce que notre produit a sur plusieurs cibles. Moi, je l'ai fait avec mon programme, j'ai eu des retours directs. Et vu que je communique presque sur tout ce que je fais comme action bénévole ou comme action professionnelle, je me fais connaître au fur et à mesure. Et plus vous arrivez à vous faire connaître sur la toile de la bonne façon, ça crédibilise un peu ce que vous allez vous projeter faire plus tard ou bien ce que vous faites maintenant. Donc, moi, c'est ce qui m'a permis de vite lancer mon programme. Au fond de moi, je savais que ça allait marcher. Pourquoi je savais ça? Comme j'ai dit, j'ai déjà fait ça autant de façon bénévole. C'était juste maintenant de reproduire ça dans un schéma assez professionnel, assez bien structuré. C'était tout ça, mon challenge. Donc, Tout à fait. voilà, Tout donc c'était ça au fait, ce qui a permis de lancer. Et maintenant, voilà que je suis à la troisième promotion, bientôt la quatrième promotion qui va fêter l'anniversaire. Et justement, la quatrième promotion, c'est prévu pour quand? Bon, à ce moment, j'ai en tête de commencer soit mi-août ou début septembre. Donc, à chaque fin du programme, on essaie de toujours bonifier le programme. Donc, c'est sur quoi je travaille actuellement pour juste rendre encore d'actualité le programme et lancer les inscriptions. Mais déjà, il y a d'autres personnes qui ont commencé à s'inscrire parce qu'ils ont déjà eu l'activité de la troisième promotion et d'autres ont commencé à nous solliciter. Donc, c'est sûr que quand on va lancer, ça ne va pas tarder, on va devoir fermer les inscriptions.
Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut retenir déjà prochaine promotion, qui est la promotion anniversaire. Donc, ça va faire maintenant 1 an que le programme existe. Donc, mi-août ou début septembre, le début de la prochaine promotion. Donc, déjà, à la fin de ce mois, on va lancer sûrement les inscriptions en ligne. Ok, parfait. Alors, pour continuer, je m'en vais également te demander, est-ce qu'il y a des littératures que tu aimerais recommander à tous ceux qui vont nous écouter? Est-ce il y a des livres qui t'inspirent au quotidien, que tu as lus et qui t'ont marqué personnellement, que tu aimerais partager avec l'audience? Oh, bon, en entendre des bouquins physiques, il y a le bouquin qui s'intitule No Excuse de Brian Tracy, qui traite du pouvoir de l'autodiscipline. Parce que pour moi, toute réussite va de la rigueur et puis de l'autodiscipline dont l'on fait preuve au fait. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle édition, le marketing pour les nuls. Ils ont plusieurs choses, Oh, l'informatique pour voilà, les qui nuls. font plusieurs types de documents Oui, dans plusieurs oui, secteurs et qui, à oui, c'est chaque ça. fois, reprennent les choses vraiment de zéro jusqu'à Oui. expliquer de façon terre à terre comment est-ce que les choses se déroulent. Qui a C'est qui a été écrit aussi par, si on permet de donner les auteurs, Alexandre Yann, chef d'entreprise et conseiller en management, et Benoît Elbrun, professeur de marketing et conseil en stratégie de marque. Dans le domaine que je fais là, il faut comprendre aussi l'anglais pour pouvoir faire. Je ne maîtrise pas l'anglais à 100%, mais au moins je peux lire un bouquin et le comprendre sans avoir besoin de traduire. Au moins, il y a des documents qui me parviennent où je lis en anglais, je comprends en même temps ce qui se dit. Et aussi, il y a des vidéos, sinon, mais il peut tenir quelques conversations en anglais, même si c'est pas au top niveau. Et ça, c'est important, en fait, parce que là, c'est mon premier challenge. Mon prochain challenge, c'est d'être parfaitement bilingue, quoi. C'est-à-dire comprendre l'anglais parfaitement. Et ça, je vous conseille ça aussi, en dehors de lecture, de vous mettre à l'anglais, parce que ce domaine-là, il est challengé beaucoup et c'est-à-dire, l'anglais sera pour vous une clé d'ouverture de plusieurs portes. Le dernier bouquin que j'ai prêté à mon patron, Taïbo Mouba, de toute mon expérience, s'intitule Ego is the enemy, qui traite un peu de l'ego, qui le fait de ramener tout à soi, est un ennemi, au fait, qui dit simplement l'ego est un ennemi. Donc, c'est un peu ces trois bouquins que je peux citer là. parfait, très intéressant. Alors, pour terminer, est-ce que tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage particulièrement et te motive, que tu voudrais partager avec l'audience? Bon, déjà, nous sommes à la fin. Avant de donner ma phrase de fin, je vais déjà profiter pour faire un récap sur ce que j'ai eu à dire, donner un petit conseil. C'est que les choses souvent qui nous arrivent dans la vie sont des opportunités pour pouvoir nous grandir, au fait. Ça dépend de chacun, comment chacun se positionne, comment chacun appréhende ces choses-là. Dans mon parcours, si vous pouvez lire bien, c'est que j'ai fait plus de bénévolat que des carrières professionnelles, si on veut le dire. Je pourrais dire que c'est maintenant ma carrière professionnelle commence. Mais le côté bénévolat ne dit pas que parce qu'on ne m'a pas payé, je n'ai pas bénéficié de ça que en entreprise. Si vous voyez bien, le bénévolat m'a mené aux entreprises où je suis et m'amèneront aussi à la prochaine étape de ma vie. Donc, les personnes qui nous écoutent actuellement et souvent qui sont freinées par le gain immédiat, je vous invite à peut-être réécouter mes débuts et comprendre que dans la vie, tout n'est pas argent. Il faudrait que vous puissiez vous asseoir, voir un peu où vous voulez partir et ensuite trouver les moyens. Dans ma carrière, vous avez vu que mes moyens d'échange, souvent, c'était mes connaissances. Je n'ai pas forcément dépensé l'argent. Par contre, si les personnes en face de moi étaient vraiment focalisées l'argent aussi, je pense que je serais freiné là. Donc, ayez un objectif, un but. Si le but, c'est d'apprendre, venez pour apprendre. Si, à côté de l'apprentissage, l'on vous rémunère une somme, vous serez plus que gagnant parce que vous êtes venu dans l'optique de pouvoir apprendre. Et à chaque chose, à chaque étape, il y a un but. Donc, ne vous découragez pas. Tout ce qui vient à vous, ça peut transformer ça comme vous voulez. Que ce soit bénéfique pour vous. Et ne vous attardez pas sur les choses qui vous ralentissent. Si les choses viennent à vous qui vous ralentissent, passez là-dessus le plus vite possible et accrochez-vous à des choses vraiment qui vous grandissent, qui vous font avancer. Et la vie est courte, comme le dit, et faites attention à ne pas perdre le temps. On est dans une époque où je vous conseille de ne plus avoir le temps de perdre du temps. Et comme mantra chaque jour, et je pense que c'est maintenant les gens ont commencé à me contredire avec ça souvent quand je veux sombrer, c'est le bouquin que j'ai présenté en premier, qui traite de l'autodiscipline, qui dit no excuses. On n'a pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour vous arrêter simplement à votre rêve, agissez. Vous n'avez pas d'excuses pour abandonner dans une bonne lancée dans laquelle vous êtes. Donc, vous n'avez pas d'excuses, no excuses. Et
aussi, on n'a pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas rêver grand. Donc, sinon, ma phrase préférée, c'est ça. Nos excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, sans excuses, on est condamné à reçu. Et je pense que si vous avez écouté jusque-là, et que vous voulez vraiment changer quelque chose chez vous, alors, quand vous allez finir ce podcast, ne vous trouvez plus d'excuses pour faire ce qu'il y a lieu de faire, comme il se doit d'être fait. Donc, plus d'excuses. Donc, sur ce, Faisal, c'est mon mot de fin. On n'a plus d'excuses que de réussir. Ok, parfait. Vraiment, merci beaucoup, Paul. J'ai très bien apprécié cette conversation. En tout cas, plein d'informations, plein d'essence. Et je pense que notre audience aussi tirera beaucoup d'intérêt à l'écouter et pourra également s'en inspirer pour leur quotidien. Sur ce, s'il n'y a pas d'autre chose, je te dis merci et à très bientôt pour d'autres occasions. Sans souci, Faisal, ça sera avec plaisir. Sur ce, je souhaite bon week-end et puis bonne reprise demain à ceux qui sont en emploi. Et puis bon, pour ceux qui cherchent l'emploi, je vous souhaite une très belle semaine quand même, mais informez-vous et je reste disponible. Sur ce, voilà, on se dit à un prochain rendez-vous. Nous sommes au terme de cet échange avec Paul Roland Béni. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le notant de 5 étoiles sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook, LinkedIn ou la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partager ces épisodes avec vos proches et agrandir la communauté parce que c'est ensemble que l'on pourra construire l'avenir. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.